Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons continuer sur la trace de notre dernier podcast qui va évoquer la situation au Venezuela, l'enlèvement de Nicolás Maduro, l'ancien président illégitime du pays, par la seconde administration Trump, savoir quelles peuvent être les conséquences pour la Chine vis-à-vis de la relation de la Chine à l'Amérique du Sud, à l'Amérique latine, vis-à-vis de la relation de la Chine aux États-Unis, à savoir dans sa compétition stratégique, rivalité systémique avec les États-Unis, et vis-à-vis aussi, sans doute dans une troisième mission, de Taïwan. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ou non de cet événement. Alors quand on a analysé cet événement donc dans la semaine dernière, on a vu qu'il y avait deux éléments contradictoires. D'un côté, l'événement, il révèle apparemment, on va y revenir aussi sur ça, il révèle la puissance opérationnelle, la force opérationnelle des États-Unis, capable d'unir les domaines cyber, les domaines du point de vue militaire, du cyber-militaire et aussi du point de vue naval et aussi du point de vue aérien dans une même opération, capable de brouiller des radars, parce que c'est ça, on va y revenir aussi, c'est ça aussi qui a été assez impressionnant. On va y revenir encore, savoir dans quelle mesure il s'agit d'une prouesse opératoire ou d'autre chose. Donc puisque le Venezuela avait acheté à la Russie et à la Chine des radars qui étaient considérés comme extrêmement efficaces, le S-300VM russe, le JYL1, JY11B, JY27 à la Chine, et ces radars ont été désactivés pour permettre la mise en place, la possibilité de cette opération, qui donc non seulement démontre la force de la force opérationnelle de l'armée américaine, des forces spéciales américaines, mais aussi la faiblesse et les défauts du matériel de défense russo-chinois. Donc ça fait beaucoup pour une même opération, et ça on va y revenir aussi du point de vue chinois. Donc il y a d'un côté c'est ça, cette puissance opérationnelle qui montre que les États-Unis ne sont pas d'une puissance en déclin, et donc c'est peut-être ça aussi le but de l'opération. On va y revenir. Donc les États-Unis sont capables de frapper, sont capables d'être efficaces, sont capables de mener une opération d'envergure. Un message de ce point de vue envoyé à la Chine et aux puissances, toutes les puissances qui voudraient s'opposer aux États-Unis. C'est peut-être ça le but premier de l'opération, plus que le pétrole même, plus que le territoire, évidemment, plus que la démocratie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut insister, revenir par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a vu la dernière fois que Trump se situe dans un autre logiciel que le logiciel néoconservateur. C'est un logiciel néo-réactionnaire. Dans le logiciel néoconservateur, il s'agissait de faire la guerre pour promouvoir le changement de régime en faveur de la démocratie, en faveur voire même des minorités. Donc c'est plus du tout, même si ça cachait, on le sait, on avait vu les documentaires qui montraient ça extrêmement bien, des opposants américains, des intellectuels américains qui montraient ça extrêmement bien, qu'en fait derrière il y avait le complexe militaro-industriel, derrière il y avait l'accès au pétrole, par exemple en Irak, et tout ça donc c'est quelque chose qui maintenant est bien documenté, mais c'était lié toujours à une volonté de le justifier, même du point de vue du droit international, c'est-à-dire que même quand Powell ment à l'ONU en disant qu'il y avait des armes de destruction massive, il y a toujours la volonté de sauver la face du point de vue des relations internationales, du point de vue des institutions internationales, et ça a disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus la peine de faire semblant d'inventer une excuse plus ou moins bidon, excusez le terme, pour faire semblant de montrer que les États-Unis respectent le droit international. Il n'y a même plus faire semblant, plus besoin d'inventer des fausses preuves. Juste, on le fait, et on le fait sans droit international. Trump a dit, je me moque du droit international, ce qui compte c'est ma propre morale, et je me moque du reste. Donc on est dans ça, c'est un nouveau type de discours qui affirme sa propre puissance, et c'est ce discours-là aussi
qui est à double tranchant, par rapport même aux États-Unis et par rapport même aux ennemis des États-Unis. Puisque, donc d'un côté, donc on a dit les États-Unis démontrent sa force opérationnelle, stratégique, mais de l'autre côté, en faisant une telle opération, même si elle exerce contre un président qui n'avait pas été légitimement élu, mais ça reste quand même une intrusion contraire de l'international dans un pays étranger, dans un pays souverain, et c'est donc ça n'a passé par aucune forme, ni au niveau intérieur, au niveau du Congrès, ni au niveau extérieur, au niveau des Nations Unies, par aucune forme légale. Voilà, même par aucune forme légale proprement dite. Donc c'est là aussi, c'est là les deux côtés, on va dire, par rapport simplement à la Chine. D'un côté, oui, on peut dire que ça peut mettre un frein à certaines velléités chinoises parce que ça montre que les États-Unis sont capables. C'est pas une puissance si facilement en déclin que la Chine veut le dire et ne le dit à longueur de journée, donc sur les ondes chinoises, en disant que l'Occident est en déclin, que seule la Chine incarne la marche du monde vers le progrès civilisationnel, si tout le monde veut bien adopter le système politique légal chinois. Donc les États-Unis restent capables de faire ça, mais en même temps, les États-Unis aussi diminuent, on va dire, leur impact, ou on va dire agissent en fait en faveur de la Chine, en montrant que la puissance est le plus important, en montrant que les règles internationales ne sont plus importantes. Ça, c'est quelque chose que la Chine fait depuis un certain nombre d'années. On va dire à partir du moment où il y a toute cette idée d'Asian values, de valeurs asiatiques qui s'opposent aux droits de l'homme, de caractéristiques chinoises qui s'opposent au droit international et aux droits de l'homme. Tout ça, c'est déjà une manière du point de vue chinois, c'était une manière par la Chine de remettre en cause ces institutions internationales et d'affirmer une indépendance, en fait, une autonomie de la Chine par rapport à n'importe quelle norme juridique externe à la Chine. Et donc, de ce point de vue-là, d'un côté, donc les États-Unis montrent leur puissance et envoient un message à la Chine, mais en même temps, en enfreignant le droit international, ils justifient aussi tout un ensemble de discours et d'actes au niveau de la Chine, mais aussi de la Russie. Pourquoi ? Parce que ça c'était un gros, on va dire, principal problème de cette opération, de ce point de vue, du point de vue qui nous concerne, c'est quoi ? C'est que l'administration Trump a parlé de l'opération comme une action de maintien de l'ordre. Et c'est ça qui est véritablement inquiétant. On y reviendra à la fin. C'est ça, dans le prochain épisode, quand on parlera de Taïwan. C'est ça qui est véritablement inquiétant, disons-le ici simplement, parce que cette idée qu'une action militaire l'a déguisée en action de maintien de l'ordre, c'est exactement ce que fait Poutine par rapport à l'Ukraine, c'est exactement ce que veut faire Xi Jinping par rapport à Taïwan. Donc, on voit bien que cette incursion, cet enlèvement ou ce kidnapping, comme on veut, selon où on place le curseur de la légalité ou de la légitimité de Nicolás Maduro, on voit bien qu'il est à double tranchant du point de vue à la fois des États-Unis et surtout des alliés des États-Unis. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à cette opération elle-même. C'est-à-dire qu'on a ici construit le narratif en partant de ce que ça démontrait la puissance américaine, et notamment la capacité à mettre hors de jeu des satellites, tout un ensemble des radars sino-russes, avec toutes les communications satellitaires, etc., que ça suppose. Mais en même temps, il y a aussi la possibilité et c'est sans doute une possibilité qui est réelle, c'est-à-dire que ces radars n'ont pas été simplement déconnectés de l'extérieur, mais ils ont été aussi déconnectés de l'intérieur. Ça signifie, même si c'est aussi à mettre au crédit des forces américaines, ça signifie aussi la capacité à tourner les gens à l'intérieur, l'infiltration de l'intérieur, que autrement dit, c'est moins négatif ici du point de vue chinois et russe, puisque c'est pas que leur radar serait dysfonctionnel ou n'aurait aucune valeur, c'est qu'en fait, ils auraient été déconnectés de l'intérieur, donc par sans doute tout un ensemble de réseaux de top au niveau de l'armée qui aurait rendu possible cette opération. Et d'ailleurs aussi, dernier point à ce sujet-là, quand on parle
de démocratie. Ici, il ne s'agit pas de démocratie, il ne s'agit pas non plus véritablement de changement de régime. C'est la différence donc avec la stratégie des néoconservateurs, puisque seulement le président a été enlevé, le reste du régime est en place, il n'y a pas de transition démocratique qui se prolonge, donc ni l'opposant en exil, donc le président qui apparemment aurait dû être légitimement élu, ni il a été contacté, ni donc la personne qui a eu le prix Nobel de la paix n'est fait partie aussi du plan de Trump. Donc on voit qu'on reste avec le régime, c'est juste qu'on a enlevé le président parce que le président s'opposait à quoi ? S'opposait à faire un deal avec Trump. Et là, ce qu'on voit, c'est que en fait, le deal qu'il y a eu, c'est qu'on enlève juste le président, vous gardez le pouvoir, mais vous nous écoutez un peu plus. C'est-à-dire que vous nous donnez plus de marché en termes de pétrole, plus de marché en termes d'accès à vos ressources qui sont pas simplement pétrolifères, mais aussi au niveau des matières rares, au niveau des minerais, etc. On voit que du point de vue chinois et russe, du point de vue américain, l'interprétation varie en fonction de la manière dont on pense cette opération militaire. Est-ce qu'elle est complètement été un succès géré de l'extérieur? Est-ce qu'elle a eu des relais de l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment les radars qui ont été dysfonctionnels, montrant la faiblesse du matériel militaire sino-russe? Ou bien il y a eu il y a eu quelque chose qui a été, on va dire, fait à l'intérieur, montrant la puissance des services secrets américains, ou simplement le fait que l'avarice de certains généraux qui ont, ou on va dire une entente qui précède véritablement l'enlèvement pour permettre celui-ci de l'intérieur. Voilà, ça c'est des choses qui font varier l'interprétation. Maintenant, la question qui reste à régler, dont on va parler la prochaine fois, c'est la question de savoir si cette opération des États-Unis contre le Venezuela, est-ce que c'est véritablement quelque chose qui a un coup porté à la Chine? Oui ou non, dans quelle mesure? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va ralentir, qui va empêcher, qui va retourner la puissance de présence de la Chine dans l'Amérique latine et en Amérique du Sud particulièrement? Ça, c'est quelque chose dont on peut douter et dont on va discuter la prochaine fois avec l'inclusion de la thématique taïwanaise. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.